bienvenue, chère Caroline. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse que tu sois là. J'avais envie de t'inviter à répondre à ces quelques questions parce que je trouve que tu es une personne qui a rencontré ce qui l'animait en tout cas dans ce monde, et je trouve que tu as... Alors je vais dire le talent, mais après on en parlera, mais le talent de reconnecter les êtres avec leur nature et peut-être avec la nature. Voilà, c'est peut-être moi une manière que j'aurais de te présenter. Mais toi, comment tu te présenterais si tu devais te présenter en une phrase? Toi, tu te présenterais comment aujourd'hui? En chemin. Aujourd'hui, ouais. là, aujourd'hui même, je dirais en chemin, ouais. Toujours en chemin. En chemin vers quelque chose enfin, pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, c'est une sorte de quête après vers la direction. Je commence à la percevoir. Après, le but, il est changeant. Je ne sais pas trop, en fait, ce que je cherche. Il y a toujours cette question du sens de la vie. Un sens... Ouais, je suis en quête de sens, en fait. Voilà ce que je pourrais dire. Après, ça prend différentes directions. Il y a différents outils qui se manifestent sur ce chemin-là. Mais je crois que la base, en fait, ce qui est fondamental pour moi, c'est cette quête de sens. Ok. Et pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais partager ce que tu fais, ce qui t'anime particulièrement à ce jour, même si c'est amené à évoluer, mais par exemple aujourd'hui? J'accompagne les personnes en fait sur la voie de la guérison. Avec différents outils. Donc mon premier outil, c'est la nature. De manière très pragmatique et rationnelle, ça va être la naturopathie, c'est-à-dire d'accompagner à travers l'alimentation, à travers les plantes, quelque chose qui est mesurable en fait, scientifiquement. Et d'un côté un peu plus, j'ai envie de dire, mystique, moins visible en tout cas, j'accompagne aussi les personnes à travers des rituels, à travers le magnétisme. Voilà, parce que pour moi, j'ai une conception de la santé holistique. Voilà, un bien-être corporel, mais pas que, en fait. Ça passe aussi par les émotions, par le bien-être social et par l'épanouissement personnel. Donc, c'est ce que je fais principalement. Et après, je propose aussi des ateliers plus collectifs pour la transmission, en fait, autour des plantes médicinales et de la nature. Ok, merci. Alors, est-ce que tu pourrais partager trois verbes pour te décrire? Alors, trois verbes, trois mots qui te décrivent particulièrement. Alors, je dirais le premier verbe qui me vient, c'est le plus essentiel pour moi, c'est aimer. Parce que sans amour, je crois qu'on ne peut pas faire grand-chose, en fait. C'est ma recherche principale, en fait. Comment aimer au quotidien, chaque situation, chaque personne. Et je crois que c'est vraiment un challenge, en fait, pour moi. Le deuxième mot, ça serait créer. Créer, ouais. Pour moi, c'est un besoin essentiel, en fait. C'est comme boire, c'est comme manger. Si je ne crée pas, j'ai l'impression d'être un automate. Et créer, ça va se passer au quotidien, en fait. Ça va être pas forcément dans la création de projet ou la création artistique, mais ça va être la création de ma vie au quotidien. Et c'est chaque choix que je vais faire, en fait. Donc j'ai l'impression que quand je choisis, je crée. Et puis le troisième, je dirais écouter. Alors écouter, c'est pas forcément à travers le sens l'ouïe. Ça va être tous les sens. L'observation, ressentir. Et comment je peux écouter le monde et comment je peux écouter les autres, leur histoire de vie, comment ça peut venir m'enrichir, me nourrir, comment je peux apprendre. Voilà, donc c'est écouter et savoir comment je peux y répondre de manière harmonieuse, voilà, pour m'intégrer dans ce monde. Merci. Quelle est ta définition du bonheur? Ma définition du bonheur. Alors c'est une définition qui peut paraître un peu étrange. Le bonheur, pour moi, c'est pas quelque chose qui est relié à la notion de plaisir, en fait, ou même de déplaisir. C'est quelque chose qui va au-delà de ça. Ouais, ça peut paraître étrange parce que là, il y a quelque chose qui me vient. Un des plus grands bonheurs que j'ai ressenti, c'est lors de la perte d'une personne qui m'était très chère, donc ma grand-mère.
Et c'était il y a 1 an et demi. Et je ne m'attendais pas à ressentir ça, en fait, à un moment où je pouvais aussi, en parallèle, vivre une tristesse vraiment extrême, profonde. En fait, on s'est retrouvés avec toute ma famille pour l'enterrement. On ne s'était pas vus depuis des années. Et en fait, on a échangé des souvenirs, en fait. Et il y avait beaucoup de rire, beaucoup d'amour. Et en fait, à ce moment-là, j'ai ressenti cette reliance à mes racines, cette reliance, en fait, à l'amour, au-delà de ce moment difficile. Et je crois que le bonheur, c'est ça, en fait, pour moi. C'est l'inattendu, c'est l'intense. Que ce soit agréable ou désagréable. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intensité, quelque chose qui est fugace aussi. Quand je sens, en fait, que le temps passe, que chaque seconde est précieuse. Et je crois que la mort m'a aussi reconnecté à cette notion-là du bonheur. Que c'est important de vivre chaque instant, en fait. Ouais, je dirais que c'est ça ma définition du bonheur. Merci. Alors, autre sujet là pour le coup qui n'a rien à voir, mais quelle est ta définition du travail? Ce que représente le travail pour toi? Le travail. Alors déjà, ça fait très peu de temps que je me suis réconciliée avec ce mot. Je crois que depuis que j'ai créé mon propre métier, en fait, c'est un mot qui résonne différemment. Mais la première fois que j'ai vraiment pris conscience de ce que ça pouvait être le travail dans notre société, c'était pendant un cours de philo. J'étais en terminale et je me souviens que là, il y a un truc qui s'est passé. J'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait, dans notre société. C'est quand j'ai eu la définition du mot travail. Et alors le mot en latin, je ne me souviens pas exactement, je crois que c'est tripalium, quelque chose comme ça. Et en fait, ça a évoqué la torture. C'était un outil de torture au Moyen-Âge. Et je me suis dit, waouh! Donc en fait, le travail, c'est associé à la douleur et à la souffrance. Et comme dans notre société, on prône le travail les 3/4 de notre vie, en fait, je me suis dit, en gros, travailler, c'est souffrir, donc vivre, c'est souffrir. Et je me suis dit, non, en fait, c'est pas ça que je veux vivre, quoi. J'ai pas du tout envie d'adhérer à ça. Et à partir de là, ça voulait dire commencer à casser des codes. Et puis essayer de sortir un petit peu des cases dans lesquelles on peut essayer de nous disposer. Quand on est adolescent, en fait, il faut choisir une voie et c'est super angoissant. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Et du coup, là, ça fait quelques années que j'ai commencé à déconstruire un peu cette notion et de savoir, parce que je n'avais pas vraiment de modèle aussi, de référent, pour comment construire une autre vision du travail. Et en fait, maintenant que je mets des choses en place qui sont vraiment très personnelles, je me rends compte que le travail, c'est un prolongement de qui je suis. En fait, c'est pas une action qui commencerait à 8h du matin et qui se terminerait à 18h. En fait, c'est quelque chose qui est en permanence là. C'est vraiment un prolongement. C'est ma vie, en fait. Et il y a plus cette espèce de schizophrénie entre mon monde personnel dans lequel je m'épanouis et puis ce monde du travail dans lequel je dois être un automate et produire des choses, en fait. Voilà. Excellent. Merci pour cette belle définition. Et du coup, ta définition de la réussite, pour toi, qu'est-ce que réussir sa vie? Alors pareil, c'est un mot que j'apprécie pas trop. Réussite. Alors celui-là, je me suis pas encore vraiment réconciliée avec lui. J'avoue. Surtout en ce moment parce que j'ai pas mal de réflexions sur cette notion de développement, de production. Et je trouve que la réussite est beaucoup associée à ça, quoi. Une espèce de but qu'il faut absolument atteindre et que le chemin compte pas. Donc je dirais que la réussite, c'est quelque chose que je visualise pas dans le temps. C'est pas quelque chose que je poserai dans l'avenir. C'est quelque chose que j'essaye de faire au quotidien, en fait. J'ai envie d'être une meilleure personne pour moi-même, pour le monde. Et je crois que c'est quelque chose que je peux faire au quotidien. En fait, c'est le chemin, en fait. Donc je dirais ça aujourd'hui. Mais voilà, je ne me suis pas encore réconciliée avec ce mot de réussite. Ouais. Et justement, ta définition, c'est ça qui compte. Du coup, tu dirais que la réussite, c'est plus le chemin. Oui, c'est le chemin, ouais. Et ce que tu es chaque jour. Chaque jour, d'essayer de faire de mon mieux avec qui je suis et de me dire que je suis humaine, donc imparfaite, que je suis forcément perfectible et que je serai même au moment de mourir, en fait. Il y aura toujours des choses à perfectionner. Donc je dirais que ma réussite, c'est ça, en fait. C'est être
essayer d'être le meilleur être humain possible au quotidien. Ouais. C'est une belle définition. Et du coup, pour toi, quel est le sens de la vie? Quel sens tu voudrais donner, toi, à cette vie? Le sens de la vie. Pour toi. Ouais. C'est quelque chose qui fluctue assez. J'ai pas du tout la même vision du sens de la vie aujourd'hui que la vision que je pouvais avoir il y a 10 ans. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est protéger la vie, le sens de la vie en fait. Pour moi, c'est ça. Protéger la vie sous toutes ses formes. Et je crois que c'est aussi apprendre, grandir. Ouais. Évoluer chaque jour. Pas se développer, parce que pour moi, développer, même dans le milieu dans lequel j'exerce, on parle beaucoup de développement personnel. C'est quelque chose que je ne suis pas forcément OK avec ces termes-là. C'est beaucoup relié pour moi le développement à quelque chose de très capitaliste, en fait, où il faut accumuler, développer, en se disant que tout est infini au niveau des ressources. Donc non, je dirais que plutôt le sens de la vie, c'est l'évolution. Une évolution personnelle, mais pour le collectif, en fait. Voilà. Du coup, ça, ce serait de développer ta vie pour pouvoir le transmettre au collectif, par exemple. Ouais, en fait, je dirais que c'est déjà comment je peux évoluer moi-même au quotidien, en fait, pour pouvoir aider concrètement dans le monde. Parce que si j'attends que le monde change sans me changer moi-même, en fait, je remets toute cette responsabilité-là à l'extérieur. Et je crois que le sens de la vie, pour moi, c'est comment je peux participer, en fait, à la vision du monde à laquelle j'aspire, en prenant conscience de mes responsabilités au quotidien. Alors, je dis responsabilité, hein, pas culpabilité. Donc pour moi, le sens de la vie aujourd'hui, là, cette date-là, je dirais que c'est chercher à évoluer, en fait. Tout simplement. Et c'est une quête. Je crois que j'aurais pas assez d'une vie, mais... puis de vivre chaque seconde, en fait, comme si c'était la dernière. Qu'est-ce qui te fait te sentir vivante, toi? Je crois que c'est chaque instant, en fait. Chaque instant de vie me fait me sentir vivante. Et ça rejoint un petit peu ma définition du bonheur, en fait, que c'est au-delà du plaisir et du déplaisir. Hein. C'est dans l'intensité du quotidien. Et c'est quand je me sens aussi alignée. Parce qu'il y a des instants dans la journée, en fait, où je vais être dans ce mode de précipitation, beaucoup dans le mental, il faut faire telle ou telle chose, il faut organiser telle ou telle chose. Et là, je me déconnecte, en fait, de quelque chose de plus grand que moi. Et c'est quand je reviens à moi, alors ça peut être très rapide, hein, ça peut être juste une respiration, prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de moi, de regarder les personnes qui sont autour de moi, et de me dire, waouh, je suis vivante, quoi, j'appartiens à ce monde, et ça me fait me sentir vivante. Et comment tu fais pour le goûter plus souvent, ça? Quelles sont tes astuces à toi qui te font te reconnecter à ça? Ralentir. Ouais. Okay. Ralentir, parce que je peux facilement me laisser emporter juste par l'enthousiasme, par tout ce qu'il y a à créer, en fait. Et j'oublie des fois de respirer, j'oublie de juste être présente, donc ralentir. Ça, c'est une astuce qui me permet du coup d'entendre des sons que j'entends pas, de sentir des odeurs que je sentais pas, de me sentir... Tu vois, là, en le disant, du coup, j'écoute. Et il y a un chien qui aboie, il y a des oiseaux qui sifflent, il y a des enfants qui jouent au loin. Puis ça permet aussi de regarder la lumière, de voir toutes ces couleurs, quoi. Et je me dis, je suis terrienne, je suis sur cette terre et c'est magnifique. Juste, dans ces moments-là, ça me fait me sentir vivante.
Et c'est comment, du coup, au quotidien, je peux le mettre au service des autres, au service de la nature, pour lui rendre tout ce qu'elle nous donne, en fait, au quotidien, toute cette beauté. Ouais, ça me fait me sentir vivante. Merci. Et quelles sont tes zones d'enthousiasme? Mes zones d'enthousiasme. Les zones d'enthousiasme, c'est quand je me lève le matin, que je sais que j'ai pas mal de choses qui sont prévues, que j'ai des rendez-vous. Et qu'entre tous ces espaces-là prévus, il y a des espaces de vide et d'inconnu. Et que je me lève et que je me demande ce qui est réservé en fait pour moi dans ces espaces-là, ce que la vie va m'apporter. C'est quelque chose de plus grand sur lequel je n'ai aucun contrôle. Et puis comment moi je vais pouvoir aussi agir là-dedans et créer quoi. Donc je dirais que c'est l'inconnu en fait, mes zones d'enthousiasme. L'inconnu, l'aventure que chaque journée peut offrir. Et ça, des fois, j'ai tendance à l'oublier, prise dans une certaine routine. Et même si j'ai créé un métier que j'aime, il y a des moments qui peuvent être routiniers ou cette idée d'organisation, en fait, de me dire, tiens, lundi, il y a ça, mardi, il y a ça. Et cette visualisation, et c'est de créer des espaces, en fait, où tout peut arriver et puis d'y mettre de la folie, quoi. Un petit, comment je peux rajouter ces doses de folie au quotidien et d'aventure. Et le soir, en fait, de m'arrêter et de regarder ce que j'en ai fait, quoi. Ce qui s'est passé, ça m'enthousiasme, ouais. Que chaque journée... comment je fais ces zones d'inconnu? Je fais taire un peu mon mental, le côté très réflexion, et j'ose dire oui à certaines choses qui se présentent dans la journée, où je me dis, mais ça vient me bousculer, ça vient complètement défaire mon emploi du temps, ce que j'avais prévu, mais si j'ose dire oui à ce truc-là qui me fait super peur ou qui vient me bousculer, qu'est-ce qui peut se passer? Et il y a des surprises incroyables qui se passent, quoi. Excellent. Ouais, ça... Un exemple d'une chose à laquelle tu as dit oui, qui t'a fait ressentir ce petit... Oui, en fait, c'était il n'y a pas très longtemps. J'avais une consultation qui était prévue l'après-midi et tout bloqué, en fait. Pour que je rejoigne en fait, l'endroit où j'avais la consultation, il y avait des embouteillages et à ce moment-là, il y a un ami qui m'a proposé en fait, d'aller à l'océan et je me suis dit mais je peux pas faire ça en fait, je suis censée aller bosser. Et puis du coup j'ai accepté d'annuler cette consultation et en fait en le faisant je me suis rendu compte que cette personne c'était pas du tout le moment pour elle et elle me disait mais en fait j'osais pas vous dire mais moi aussi, en fait, je n'étais pas forcément très bien aujourd'hui, je ne me sentais pas de venir. Je me suis dit, écoute, c'est parfait. Et puis, j'y suis allée, on a vécu un super moment où j'ai rencontré des personnes, en fait, qui me proposent de créer des projets qui sont en lien avec ce que je crée au quotidien. Et je me suis dit, il n'y a pas de hasard, en fait. Et quand je suis rentrée chez moi le soir, je me suis dit, je ne savais pas, en fait, que j'allais vivre ça. Et donc, c'est cette magie de la vie et des rencontres, et de oser, en fait, écouter l'appel que j'avais dans mon cœur et de laisser un petit peu de côté c'est cette idée que je suis obligée de faire les choses. Voilà. Excellent. Même si ça paraît fou des fois, en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. L'appel du cœur. Et en le faisant, des fois, je me dis, mais t'es complètement folle, ma fille. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas pourquoi tu fais ça, pourquoi tu dis oui à telle ou telle chose, ou pourquoi tu dis non à d'autres, des choses qui peuvent paraître extraordinaires et tu oses dire non. Et en fait, je me rends compte que tout se met en place. Comme s'il y avait quelque chose qui était écrit au-delà de moi, en fait, et que j'avais juste à saisir cette communication-là. Qui a, j'ai l'impression, une autre temporalité, en fait. Et c'est ça qui me guide, cet appel intérieur. Et comment, si une personne te demande justement de l'aide en disant « mais comment je fais pour écouter mon cœur ?» qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Justement, prendre cet espace et ce temps de ralentissement, d'observation, en fait, de ce qui se passe dans le corps. Je pense que le corps nous donne beaucoup d'informations qu'on n'écoute pas forcément au quotidien. La boule au ventre, le cœur qui palpite, les mains moites. Cet élan d'enthousiasme aussi quand on nous propose quelque chose et puis on peut parfois le réfréner en se disant oh non mais c'est pas possible, ça colle pas du tout avec tout ce que j'ai à faire. Et se poser et prendre le temps en fait de ressentir ces messages du corps.
Et puis de poser un petit peu la tête aussi, parce qu'on trouvera toujours en fait des explications pour ne pas faire les choses, des explications rationnelles. Et il y a un moment, je pense que ouais, c'est pas mal de faire taire cette petite voix, qui est la voix de la peur, hein, qui nous fait croire qu'on n'est pas capable ou que c'est pas possible, de faire confiance. Je crois que c'est sauter sans parachute aussi. Il y a un moment, il y a ce grand saut à faire. C'est vrai. Et comment tu te ressources, toi ? Comment je me ressource ? Alors ça peut être des choses très différentes et même opposées. Ça peut être la solitude. J'ai un grand besoin de solitude. Donc une fois par mois, en fait, j'essaie de me retrouver en nature, isolée, juste avec de la musique, avec des livres, avec de quoi écrire en fait pour laisser venir les pensées, coucher sur le papier et de me connecter du coup à la nature, de ralentir ce rythme-là. Donc ça, c'est un moyen de me ressourcer. Pour faire le tri entre les sollicitations extérieures, les envies extérieures et les miennes. Parce que ça, des fois, j'ai du mal je peux un peu être une éponge, donc j'ai du mal à faire le tri. Donc ça, c'est un espace pour me ressourcer. Mais ça peut être aussi me retrouver avec des amis, faire un repas, faire la fête, et puis avoir ce moment de vie, quoi. Donc ça peut être des choses très contradictoires. Mais c'est, principalement la solitude, la connexion à la nature. Et me regrouper en fait avec des personnes qui comptent, des personnes inspirantes, où je sais que quand ça peut être le surmenage ou cette espèce de burn-out qui arrive, je me dis mais attends, je suis complètement perdue, il faut que je me réaligne. Il y a des personnes ressources aussi qui font partie des branches de mon arbre en fait, et même qui certaines sont des racines quoi, vraiment qui sont importantes pour voir justement évoluer et continuer à grandir. Demander conseil, inspirer de la vie des autres, de ce qu'ils traversent. Ça me ressource. Est-ce que tu as une journée idéale ? Est-ce que tu as des rituels, des choses qui te guident sur une journée idéale ? Tu comprends, dans l'idéal, sur un piédestal, tu vois, mais est-ce qu'il y a des ingrédients clés que tu aimes bien semer dans une journée ? Alors j'aime donner en fait et faire plaisir à quelqu'un ou à plusieurs personnes dans la journée. Prendre ce temps en fait de m'arrêter et de donner. Donc ça va être un sourire, ça va être offrir une fleur, ça va être m'arrêter, parler avec des gens où je sens qu'il y a besoin d'un échange. Ça va être caresser un chien dans la rue, un chien errant qui n'a pas forcément d'attention au quotidien. Ça va être semer des graines en fait, de tendresse, de partage, de don au quotidien. Ça peut être des paroles aussi. Ça, c'est des rituels pour moi qui sont très importants en fait. Ça me permet aussi d'arrêter de courir, d'être toujours dans cette volonté de créer des choses plus grandes que moi, dans une perspective éloignée, mais d'être là et de me dire waouh, qu'est-ce que je peux faire au quotidien déjà. Et puis mon premier rituel, et ça c'est quelque chose qui est super important pour moi, c'est que j'ai créé un hôtel à mes ancêtres et à mes esprits guides. Et ça c'est la première chose que je fais le matin, d'allumer de l'encens, de mettre de la musique, d'allumer une bougie et de créer cet espace sacré tous les matins en me levant. Et pour remercier tout simplement parce que je suis vivante et qu'on m'offre une journée supplémentaire à vivre et qu'il y a beaucoup de choses à créer dans une journée en fait. Ça, c'est mes 2 rituels de la journée. Un remerciement à tes ancêtres ? Le premier, c'est ça. Et puis de distribuer ce que je peux distribuer même au quotidien, quoi que ce soit. Mais d'y penser en fait, de ne pas oublier même si je suis prise dans une effervescence. Et esprit guide, quand tu dis esprit guide, c'est des esprits spécifiques, de personnes clés ou des entités ou comment tu les... ça va être certaines personnes de ma lignée. Oui. Et ça va être aussi les esprits de la nature. Et puis certaines entités avec certaines énergies de lumière avec lesquelles je travaille dans le cadre du magnétisme.
Et tous les jours, c'est ouvrir ce cercle, en fait, ce cercle sacré pour accueillir toutes les guérisons qui vont se produire et accueillir les paroles, accueillir tout ce qui va être déchargé au niveau émotionnel, au niveau énergétique, et de créer cet espace, quoi. Super. Ok. Et alors, pour toi, quel est ton monde idéal ? Ce monde dans lequel tu aimerais vivre ? Un monde de bisounours. Bah ouais, franchement. Si c'est possible, ouais. Ouais, non, mon monde idéal... ça serait un monde, en fait, où on prenne vraiment conscience de ce qui est important, en fait. Pour moi, ce qui est important, c'est cette connexion à la nature. Et c'est de prendre conscience qu'on est la nature. Parce qu'on l'a complètement oublié, en fait, dans notre société, en tout cas, j'ai l'impression. Qu'on a oublié d'où on venait. Qu'on a oublié ce qu'on vient faire sur Terre. Pour moi, on est des gardiens de la Terre, en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, je rencontre beaucoup de gens qui sont en quête de sens. Et je crois que c'est cette déconnexion de la nature, en fait, qui fait qu'on ne sait plus où on va, on ne sait plus d'où on vient, on peut être complètement perdu, alors que tout est déjà là, en fait. On cherche des choses très compliquées. Et mon monde idéal, ce serait déjà qu'on se reconnecte à notre essence, qui est la nature, qu'on en prenne soin. Parce que quand on prend soin de la nature, on prend soin de nous, de notre santé, des gens qu'on aime. Et je crois que ça passe par toujours, je me rends compte que je reviens toujours à ça, à cette histoire de rythme. Quelque chose d'un rythme qui soit plus proche de notre rythme naturel et de celui de la nature. Et je crois que la paix dans le monde, ça c'est quelque chose... C'est un thème qui revient beaucoup là, ces derniers jours dans toutes les discussions que je peux avoir, cette idée de ce que c'est que la paix. Et je crois que ça vient de là en fait. C'est déjà se reconnecter à notre essence, sinon c'est la porte ouverte à la frustration, à l'envie d'avoir autre chose que ce qu'on a déjà en fait. Et ça crée pas mal de conflits, donc ouais, je crois que c'est ça. De revenir à l'essentiel. Donc ouais, mon monde idéal, ça serait ça. Qu'on prenne conscience de notre nature profonde et que c'est une belle nature. On se voit beaucoup comme des parasites qui viennent polluer et détruire. Mais c'est un choix du quotidien en fait. On peut choisir d'être autre chose. Et du coup, selon toi, comment on peut tous participer alors, tu as peut-être déjà répondu, mais s'il y a quelque chose qui te vient en plus, justement, comment on peut participer à la construction de ce monde meilleur de demain ? Je crois déjà qu'au quotidien, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup d'actions qu'on peut mettre en place pour protéger la vie, sous toutes ses formes, le monde végétal, le monde animal, le monde humain. Concrètement, ça peut passer à travers nos choix de consommation. La première consommation qu'on a, dont on ne peut pas se passer, c'est l'alimentation. Donc, comment on choisit de se nourrir au quotidien ? Donc, nourrir notre corps, mais aussi nourrir nos émotions, nourrir notre esprit. Je pense aussi que ça passe à travers ce qu'on transmet aux enfants. Parce que c'est eux qui vont prendre la relève, même si c'est pas une manière de reporter sur eux en disant sauvez-nous, réparez nos erreurs. Mais je pense que ça peut peut-être être compliqué de casser certaines croyances ou certains modes de fonctionnement chez les adultes. Ça prend plus de temps, c'est plus compliqué, mais chez les enfants, il y a cette nature en fait, quelque chose qui est là, j'ai envie de dire qui n'est pas encore corrompu, mais d'élan vers la nature, vers les animaux, vers la joie, vers le partage. Il y a ça chez les enfants, donc peut-être faire en sorte de l'entretenir au quotidien. Puis peut-être chacun d'entre nous se poser la question
de ce qu'on peut faire au quotidien pour rendre le monde meilleur, même par des petits actes en fait. Ouais, je reviens sur ces conversations-là que je peux avoir depuis quelques jours par rapport à cette question de la paix dans le monde, par rapport à ce conflit-là qui vient d'éclater. Et c'est vrai que j'ai pris conscience qu'en fait, les gens projettent la paix comme étant quelque chose d'extérieur, en fait, et qu'on attend toujours qu'un sauveur débarque et règle tous les problèmes mondiaux d'un coup de baguette magique. Et en fait, ouais, je crois que le monde idéal pour de nombreuses personnes, c'est un monde de paix et d'amour. Mais en fait, c'est des choses qu'on peut déjà faire au quotidien. C'est comment on peut semer la paix au quotidien, déjà dans notre foyer, dans nos relations avec les autres, au travail, dans la famille, dans la rue, quand on conduit, qu'on est pris dans les embouteillages. Comment on peut semer la paix, tu vois ? C'est des choses aussi simples que ça, plutôt que d'attendre que la paix s'installe de manière extérieure, puisqu'on fait partie du monde, en fait. Ça commence déjà par nous, je crois, en fait. Comment t'as su, toi, ce que tu voulais faire dans la vie, mais même si c'est mouvant, tu vois, mais comment tu sais, entre guillemets, tiens, ça, par exemple la naturopathie ou ce que tu fais actuellement, mais comment tu as su que c'était quelque chose fait pour toi ? Alors, en fait, c'est assez particulier. Alors, la naturopathie, je dirais que c'est une pratique que j'ai apprise. Après, le magnétisme, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Et j'ai envie de parler de connexion au monde invisible. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été là. Mais c'est quelque chose que j'ai longtemps refusé, que j'ai mis de côté parce que c'était pas du tout évident à gérer quand j'étais enfant. Ça me faisait très peur aussi. Ça me déconnectait en fait du monde social, familial aussi, avec certaines personnes de ma famille. Et puis c'est quelque chose que ma propre mère en fait je l'ai vue se battre entre guillemets contre ça toute sa vie et le refuser. Donc je crois que j'avais pris exemple aussi. Et puis à cette époque-là, j'avais pas du tout conscience que je pouvais en faire quelque chose qui s'apparenterait à un travail en fait, à un métier. Pour moi, c'était quelque chose de très intime, très personnel et qui d'ailleurs me faisait peur. Et donc ça, c'est venu très récemment, il y a à peu près 10 ans, parce que j'ai fait un burn-out. J'étais dans un domaine qui était complètement différent, qui me passionnait aussi, mais je commençais à plus y trouver de sens, justement par rapport à cette notion de protection de la vie. J'avais pas l'impression d'agir en fait en ce sens-là. Et en fait, ce burn-out, ça a été un petit peu un déclencheur, une porte de sortie qui s'est ouverte. Et j'ai déclenché aussi une endométriose. Et donc là, j'ai été obligée de ralentir, de m'arrêter. Et en fait, j'ai commencé à me former aux plantes médicinales, à la naturopathie pour moi-même, pour m'aider moi, d'abord. Et en fait, j'ai vu à quel point je pouvais agir, à quel point j'avais un champ infini d'action et d'expérimentation. Donc j'ai découvert que je pouvais être autonome par rapport à la santé. Et que la santé, c'était beaucoup plus que ce que je croyais au départ, hein. C'était au-delà du corps. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à accepter, à utiliser mes... Alors, je ne vais pas dire dons, j'aime pas trop ce mot, mais plutôt capacité de magnétisme, parce qu'on en a tous, en fait. Et là, j'ai commencé à comprendre, en fait, que la notion de travail, elle était complètement... comment dire ça ? Détournée. Et qu'en fait, c'était accepter de travailler, d'exercer des professions en fait, qui détruisent la nature ou qui peuvent faire du mal d'une certaine manière, sans qu'on en ait forcément conscience. Hein, mais,
Et qu'en fait, de gagner de l'argent, par exemple, avec le magnétisme, quelque chose qui est perçu comme étant invisible, irrationnel, c'était forcément être un charlatan, ou c'était ne pas honorer des dons qu'on avait reçus, ou de travailler avec la nature. C'était pas normal, en fait, de gagner de l'argent avec. Et en fait, j'ai compris que si, en fait, ce qui était normal, c'était ça. C'était de mettre cette vibration-là dans l'argent, que ce soit quelque chose de positif, qui fasse du bien, et qu'en fait, je pense que du coup, c'est comme ça qu'on peut changer le monde, en fait, en changeant la vision du travail et de l'argent. Et justement, en travaillant en harmonie avec la nature, pour une santé globale, en fait. Et c'est là, ça a été du coup, j'ai pris conscience vraiment de ce que je voulais faire quand j'ai réussi à connecter qui je suis profondément, ma quête personnelle de guérison et de comment concrètement je pouvais amener quelque chose dans le monde en osant le faire, tout simplement en fait. Comment je pouvais participer à ce changement de vision sur la notion de travail et d'argent. Parce que je pense qu'on est tous reliés, hein. Donc une action n'est jamais perdue en fait. Ouais, je pense que ça a été ça. Ça a été de faire le lien entre différentes parties de moi. Et oser être qui je suis. Et le déclic pour le faire à 100%, enfin, je veux dire à 100%. Il y a eu plusieurs déclics. Il y a eu l'endométriose en fait. Le jour où on m'a dit qu'il fallait me retirer l'utérus et les ovaires, et que là j'ai dit non en fait. J'ai dit non. Je vais chercher une autre manière de faire. Ça a été un premier déclic. Le deuxième, ça a été de partir en voyage pendant, je me rappelle plus combien de temps, mais environ un peu plus d'un an, dans différents pays, de partir un petit peu en quête, de voir comment les différentes médecines traditionnelles pouvaient apporter des réponses différentes, complémentaires, et qui me parlaient beaucoup plus. Ça m'a permis de voir aussi que le magnétisme, c'est quelque chose qui est complètement naturel dans d'autres parties du monde. Et du coup, d'oser l'expérimenter et le pratiquer. Ça a été le deuxième déclic. Et je dirais que le troisième, c'est d'être arrivée ici à La Réunion. Une terre, en fait, qui fait le lien entre le monde visible et invisible, où je me sens beaucoup plus libre d'être qui je suis dans ces domaines-là. Beaucoup plus une terre de liberté, d'expression par rapport à une vision de la santé qui est différente et plus globale, qui prend en considération tous les aspects de l'être humain. Et puis, il y a eu quand même un quatrième déclic, c'est quand je me suis retrouvée du jour au lendemain sans rien financièrement. Donc là, en fait, c'était un petit peu pour me pousser et me dire, alors tu fais comment maintenant ? Et quand je me suis retrouvée sans rien, je me suis dit, il faut que j'ose en fait proposer. J'ai vu que là, tout s'est ouvert et que je pouvais en vivre. Donc des fois, il y a des situations qui sont très inconfortables, qui peuvent être même... où je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ? En fait, je suis peut-être pas sur la bonne voie si tout ça m'arrive et que je me retrouve sans rien. Et en fait, non. C'était carrément un message pour me dire, t'es sur la bonne voie, mais maintenant, il faut y aller, quoi. Ouais. Arrête d'avoir peur, arrête de chercher des filets de sécurité, lance-toi, ça va le faire. Et oui, finalement, ça l'a fait. Donc il y a eu quand même ce quatrième déclic qui, lui, était moins confortable. Et ouais, j'ai osé, du coup. J'ai eu ça aussi. Je réfléchis. Si, parce que Ok. Comment tu développes tes talents actuels, ce que tu transmets aujourd'hui, comment tu le développes, toi ? Est-ce que tu les nourris d'une certaine manière ? Est-ce que c'est en les utilisant ? Est-ce que c'est en apprenant des choses ? Alors, il y a plusieurs manières que je développe. Il y a le côté très pragmatique et mental, parce que j'adore apprendre, je suis très curieuse en fait, donc je lis beaucoup. Et c'est vrai que dès que je termine une formation, j'en commence une autre. Parce qu'il y a toujours cette sensation que je peux encore apprendre davantage. Et comme chaque chose est reliée, c'est assez incroyable d'ailleurs, je me dis, mais waouh, je peux avoir des réponses un petit peu partout. Et ouais, c'est
En fait, quand j'ai terminé la naturopathie, j'ai commencé une formation en médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne. Donc il y a cet aspect-là, en fait, d'être curieuse du monde et de ce que les différentes médecines traditionnelles ont à apprendre. Donc ça, c'est la première manière pour moi de faire, c'est de me dire que je sais des choses, mais que c'est que le début. À chaque fois, je me dis c'est que le début. D'approfondir à chaque fois. Parce que, en fait, quand j'obtiens des réponses, il y a de nouvelles questions qui naissent. Donc c'est de continuer à apprendre, du moins sur le plan mental et intellectuel. Et après, sur le plan plus... j'ai envie de dire invisible, oui, parce que c'est pas palpable. C'est... Comment je développe ça? C'est en travaillant sur moi. Ça, oui. En expérimentant, en continuant à... Et ça, alors ce côté-là, par contre, c'est quelque chose que je cherche pas, en fait, ça se présente. À chaque fois, j'ai des personnes qui se présentent dans ma vie et qui arrivent au bon moment pour m'enseigner et me transmettre des outils. Parce qu'au départ, par exemple, pour le magnétisme, ça me rendait malade. Quand je transmettais cette énergie, j'étais malade après. Et donc, j'ai rencontré des personnes qui m'ont donné des outils pour ne pas forcément utiliser que mon énergie, ou quand je l'utilise, comment aller puiser cette énergie, où aller la puiser pour la donner. Et donc ça, je dirais plutôt que ce sont des transmissions, des initiations, plutôt que des apprentissages. Et ça se fait un petit peu de manière complètement inattendue, et ça se fait beaucoup à travers les voyages, je me rends compte. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, c'est parfait. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise. La tienne est parfaite. Ok. Alors, quel conseil, toi, tu donnerais à des personnes qui recherchent à faire un métier aligné, un métier qu'elles aiment? Quels sont les conseils que toi, tu pourrais leur transmettre aujourd'hui? Peut-être de faire ta formation. Non, mais hormis, parce que justement, un truc qu'ils peuvent utiliser dans leur vie, quel conseil tu leur donnerais de quelque chose qui pourrait être utilisable, tu vois? Parce que toi, tu peux leur transmettre directement de ton expérience de vie qui pourrait leur être utile aujourd'hui. C'est peut-être de commencer par se poser et de déjà essayer de regarder leurs talents. Parce que souvent, moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est qu'au départ, il y a des choses qui faisaient tellement partie de moi depuis ma naissance, qui étaient pour certaines simplement des centres d'intérêt, en fait, qui étaient tellement un prolongement que je ne pensais pas que je pouvais en faire quelque chose, en fait, un métier. Gagner ma vie avec, le proposer aux autres, parce que c'était vraiment intégré. Donc pour moi, ça me semblait être des détails. Donc c'est peut-être déjà commencer par se poser et de regarder tous les talents qu'ils peuvent avoir, même ce qui leur paraît être complètement anodin, futile, ridicule même. Parfois, on peut trouver nos centres d'intérêt ridicules et se dire « mais je ne vais pas en faire un métier ». Pour moi, ça serait la première étape. Et la deuxième, c'est d'essayer de voir, avant même d'en faire son métier, d'essayer de voir comment ils peuvent le proposer pour se donner confiance, sans qu'il y ait cette notion d'argent ou de construction, parce que ça peut être super stressant au début, parce qu'il faut donner une structure, en fait. Et ça, c'est la partie qui peut être administrative ou qui peut être moins intéressante, et de peut-être commencer par petit à petit, pas après pas, de voir comment ils peuvent le manifester, en fait, dans la matière. Et puis de se faire confiance, d'écouter son cœur, parce que en fait on peut vite être influencé par ce qu'on entend dans la société, et souvent ça va être des discours de peur. Mais non, mais tu peux pas prendre le risque de faire ça, tu peux pas prendre le risque d'abandonner un travail, un CDI, tu as des enfants, tu as un crédit, et comment tu vas faire? Et donc on peut se dire mais ouais, en fait je suis tout seul, je suis avec mon délire de changer de métier parce que je suis mal dans ma vie.
peut-être que finalement je dois rester sage et puis que je commencerai à vivre la vie qui me fait rêver à la retraite. J'aurai encore peut-être 10 ou 20 ans pour les vivre. Donc ouais, non, de vraiment se faire confiance et de pas toujours écouter ce qu'on nous dit. Ouais, moi je pense que c'est... En tout cas, moi je regrette pas du tout d'avoir suivi mon cœur, et même si j'ai fait des choses qui peuvent paraître dingues, parce qu'à plusieurs reprises j'ai tout abandonné et changé de vie. Et en fait, je me rends compte que c'est que des cycles, rien ne s'est arrêté. C'était juste pour que j'aille un peu plus vers qui je suis. Et de le voir comme un cercle et pas forcément comme des lignes qu'on brise et qu'après c'est un échec. Il n'y a pas d'échec en fait. Il n'y a que des apprentissages. Donc ouais, ce seraient les conseils que je donnerais, je crois. Précieux. Et aussi, est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui ont envie d'avoir une utilité plus grande pour le monde, un impact positif sur le monde? Ben ouais, je dirais que d'oser être soi en fait, malgré... des fois il peut y avoir ça c'est le truc qui me vient, mais il peut y avoir un côté très combatif en fait, hein, où on peut être très réservé, ne pas oser faire de vagues et rester dans la vision confortable que les autres peuvent avoir de nous. Et ça peut nous empêcher en fait de participer à la construction du monde que l'on souhaite, parce qu'on a tous une vision unique qui va paraître étrange aux autres. Donc on se dit forcément que non, on va faire des vagues et qu'on va déranger. Donc le conseil que je donnerais, c'est de vraiment oser, parce qu'il y a toujours des personnes à qui ça va parler. Il y a toujours des personnes qui vont être là pour nous aider et qui vont contribuer à faire vibrer cette corde en fait. Parce qu'au départ, on peut se sentir seul. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est en faisant les premiers pas que des portes s'ouvrent, que des personnes se présentent et que finalement, on n'est pas des extraterrestres dans notre vision du monde que l'on souhaite créer. Donc ouais, c'est se faire confiance. Oser être soi, même si ça paraît fou. Un peu de folie, c'est pas mal dans ce monde. Et puis se dire qu'on n'est pas seul. Que même si c'est pas visible là, dans l'instant, quelle que soit la situation que l'on vit, il y a toujours des personnes qui pourront nous aider à manifester ça. Alors toi, quelles sont tes astuces, les secrets, astuces de résilience quand dans les moments difficiles, quelles sont tes astuces qui t'aident à te relever? Alors ça dépend vraiment, c'est pas... Alors là, j'essaie de me reconnecter à différents moments de ma vie. Et ça a été à chaque fois très différent. Mais à chaque fois, si je dois faire le lien, je dirais que c'est de ne pas m'endurcir. Parce que c'est vrai qu'il y a des situations qui sont tellement douloureuses que j'ai eu la tentation à plusieurs reprises de fermer mon cœur. C'est une réaction de protection. Et en fait, à chaque fois dans ces moments-là, j'essaie de me connecter à cette joie que je peux trouver au quotidien. Ça peut être des petits détails. Et ça me permet en fait de pas tomber dans cette tentation de me fermer, de rester ouverte en fait à tous les espaces de joie qui peuvent être créés dans la difficulté, et puis toujours de me transcender en fait. C'est-à-dire que dès que je vais mal, dès qu'il y a quelque chose qui est difficile, j'essaie de me connecter aux gens qui m'entourent et de voir ce qui va mal aussi dans leur propre vie et de me rendre compte qu'en fait je ne suis pas seule. Et le fait de leur porter assistance ou de leur proposer un accompagnement, là c'est pas forcément dans le cadre du travail, c'est dans qui je suis au quotidien avec mes amis, ma famille, les gens que je peux croiser.
en fait, je me rends compte que ça me fait oublier en fait les douleurs ou les souffrances que je peux ressentir. Ça me permet de les transcender et ça me permet aussi d'avoir des solutions à travers ces échanges avec les autres. De rester dans le don en fait et dans l'ouverture de ce qui peut être proposé. Ça m'aide à dépasser les moments difficiles, mais aussi à les déposer, du coup à les offrir. Il y a une espèce d'idée en fait de faire la révérence. Une révérence en fait, d'accepter ce qui est, de ne pas lutter non plus, de déposer, d'accepter et de faire la révérence aussi à la vie, parce que je crois que ça fait partie de la vie, hein. Il n'y a pas de vie sans période difficile. Merci. Et est-ce que tu as des astuces de persévérance alors, ou c'est les mêmes, pareil, dans les moments où tu dis j'arrêterai bien, pas facile. Alors moi je suis un peu tatillon, je me rends compte sur les mots, parce que persévérance c'est pareil, c'est un mot qui me... Déjà la sonorité du mot là me parle pas du tout, et dans persévérance j'entends sévère, tu vois, quelque chose de sévère en fait. Ouais. Et du coup de quelque chose qui est très rigide quoi, d'avancer. Non en fait, mon astuce de persévérance c'est de ne pas persévérer. Mais c'est beau. Voilà, de surtout pas persévérer. Ouais. Quand ça bloque, quand ça bloque une fois, ok. Je me pose, je me dis attends, c'est quoi le message? Quand ça bloque 2 fois, je me dis il y a quelque chose. Quand ça bloque 3 fois, j'arrête. C'est que je suis pas au bon endroit en fait. Donc j'essaie d'être dans cette espèce de flow de plus en plus, d'acceptation de ce qui se présente, et du coup de me dire ok, peut-être que mon mental veut absolument ce truc-là, mais peut-être qu'en fait c'est pas ce qui est bon pour moi. Donc je vais mettre de côté. Et puis abandonner cette idée de faiblesse aussi, parce qu'il y a cette idée aussi qui m'a été transmise dans l'éducation et dans plein de choses, même à l'école, que si on ne persévère pas, on est faible ou on n'est pas déterminé. Et en fait, je me dis que je préfère être dans le flot de la vie, avec toutes ces incohérences des fois, et c'est le fait d'accepter que je n'ai pas les réponses, mais je me rends compte que je les ai toujours à un moment donné. Si je ne persévère pas, justement, si je laisse aller. C'est bon ça. Excellent. Merci. Les dernières. Qu'est-ce qui te ferait mourir avec le sourire? L'amour. Ouais. De me dire que j'ai aimé et que j'ai été aimée. Et que j'ai semé des graines d'amour qui continueront à germer après mon départ. Ouais, ça me donnerait le sourire, je pense. Du coup, ta définition de l'amour, toi, ce serait quoi? C'est le don. Le don de soi. Quelque chose qui va au-delà de l'appréciation ou du plaisir. Je dirais le mot sacrifice, mais dans le bon sens, dans le sens de rendre sacré en fait. Et pour moi, rendre sacré, c'est être capable de se transcender pour les autres. C'est une aspiration en fait. L'amour, c'est une aspiration. C'est parfois un challenge aussi, l'amour. Parce que ça demande à aimer tout le monde en fait, et n'importe quelle situation. Aimer quand tout se passe bien, c'est facile. Aimer quand on a mal, aimer quand on est blessé, là c'est plus difficile. Donc je dirais que c'est un challenge, l'amour, une aspiration. C'est la capacité à pardonner, à se transcender. Est-ce que tu auras un message pour le monde, pour les futures générations? Quelque chose que tu aimerais dire? J'aimerais dire qu'on n'est pas isolé. Qu'on a une lignée, on a des ancêtres. Et on aura peut-être, pour certains et pour d'autres non, des descendants. Et qu'on est relié à la grande toile du vivant. Et que du coup, chaque pensée, chaque parole, chaque action n'est jamais perdue, au contraire.
ça a une importance capitale. À chaque instant, on est créateur du monde que l'on souhaite voir, justement parce que c'est une grande toile d'araignée en fait. Et l'image qui me vient, c'est quand on jette un caillou dans l'eau, en fait, on peut imaginer que ce caillou, il chute et qu'il va se perdre dans la vase. En fait, ce qu'on voit, c'est à la surface, ces ondes en fait qui sont créées, qui s'étirent et qui vont toucher une autre rive en fait, qui semble être très éloignée du caillou qui lui est tombé dans la vase. Et en fait, c'est un petit peu le message que j'aimerais laisser, c'est que chaque action du quotidien va créer des ondes et va aller toucher une autre rive, va aller toucher une autre personne. Donc c'est qu'on n'est pas... chacun d'entre nous, en fait, on a un rôle à jouer. On n'est pas inutile ou sans pouvoir. Et... Donc ouais, ce que j'aimerais dire aux générations futures, c'est qu'elles se fassent confiance et qu'elles osent être... que chaque personne ose être qui elle est et qu'elle a un poids, en fait. Et que c'est pas perdu. Que même si on est des poussières dans l'univers, on reste des poussières d'étoiles. Ouais. Merci. Ah, ça me touche, ça m'émeut en fait. Et est-ce que tu aurais une question que tu voudrais rajouter? Quelque chose que tu trouverais utile pour les gens, enfin une question qui pourrait être nourrissante pour un individu qui t'écouterait, une question que tu pourrais te poser et que tu aimes poser. Des questions, j'en ai beaucoup, beaucoup plus que de réponses. Non, je crois que j'en ai pas. Ok. Non. Eh ben merci. Comment t'as vécu ce moment? Oui, mais je savais pas à quoi m'attendre. En fait, je suis un peu venue comme ça. Et en fait, je me rends compte que... que ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai partagé, quoi. Cette idée de je me lève le matin, je sais pas trop ce qui va se passer. Il y a des rendez-vous qui sont prévus, mais après, ce qu'on crée, voilà, ça reste du domaine de l'inconnu, quoi, de la magie de la vie. Donc, ouais, je l'ai vécu en fait comme un moment de reconnexion à moi, et puis de connexion au monde à travers toi et ce que tu me proposes de transmettre là. Merci. En tout cas, merci parce que c'est la première fois en fait qu'on me pose toutes ces questions et je trouve que ton projet, ouais, il est magnifique de donner une voix à chaque individu, quoi. Parce que finalement, c'est la réflexion que je me faisais ce matin avant de venir. Je me suis dit, mais jamais personne ne m'a posé ce genre de questions. Tu vois, c'est le genre de questions qu'on pose à des présidents de la République, au pape, au Dalai Lama, mais pas monsieur, madame, tout le monde. Et en fait, ouais, merci de m'offrir cet espace, du coup. Merci pour tes paroles. C'est cool. Je peux te faire un câlin? Ah oui, j'aime pas les câlins. Merci, merci.